chinois. Alors, je vais terminer rapidement sur les 10 dernières minutes sur les pratiques pédagogiques. Alors, différenciation pédagogique, bien sûr, on le sait, ça va aller répondre aux besoins spécifiques des élèves. Pour des élèves dyslexiques, on va différencier très fortement, par exemple, sur le support, sur la quantité à lire, etc. C'est très intéressant. C'est compliqué, la différenciation pédagogique. C'est bien quand on a un élève qui a des besoins spécifiques dans la classe, mais dans la plupart des classes aujourd'hui, des établissements qui soient sur le sol français ou je pense dans vos établissements MLS à travers le monde, on a beaucoup d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc, aller différencier, vous voyez, vous voyez l'image, hein, aller mettre des caisses sous le petit enfant, c'est une image, c'est une métaphore. Aller lui mettre quelque chose de spécial à lui et à lui seul pour aller rétablir l'équilibre des choses, c'est compliqué quand on a 10 ou 12 petits dans la classe qui ont des besoins spécifiques. Donc aujourd'hui, on est davantage sur l'accessibilité. Et donc, au lieu d'aller différencier, on réfléchit davantage à quels sont les obstacles. Quels sont les obstacles dans la classe qui vont finalement empêcher l'élève d'entrer dans la situation d'apprentissage. Et aujourd'hui, l'accessibilité, c'est la première intention avant la différenciation. Réfléchissons d'abord à l'accessibilité et ensuite on va aller différencier. Donc, quels sont les obstacles des élèves dyslexiques? Ben, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand j'ai parlé des obstacles liés aux fonctions cognitives, ils ont des difficultés attentionnelles parce qu'ils sont fatigués. Comment est-ce qu'on peut voilà, faciliter ou les enlever de la double tâche? Ils ont des difficultés de mémoire. Quelles sont les pratiques utiles pour mémoriser? Ils ont des difficultés de compréhension, de traitement d'informations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la compréhension? Et quand on va essayer d'aplanir les obstacles, que ce soit des obstacles pédagogiques ou des obstacles didactiques, eh bien finalement, on va s'occuper de toute la classe. Ça ne veut pas dire qu'à la toute fin du continuum pédagogique, on ne va pas les différencier pour l'élève dyslexique ou l'élève autiste, mais en tout cas, si on se penche d'abord sur les leviers d'accessibilité, on aura moins besoin de différencier. Alors, l'accompagnement des élèves dyslexiques dans un contexte plurilingue, il nécessite une approche qui tient à la fois compte de la spécificité du trouble, mais en même temps de la diversité linguistique. Alors, j'ai pour vous trouvé quelques pistes. Alors, la première piste, bien sûr, c'est privilégier l'oral et la multimodalité. Évidemment, un élève dyslexique a un trouble du langage écrit. Si on focalise tout sur l'écrit, si on est uniquement dans des apprentissages scripto-centrés, on ne va pas favoriser l'apprentissage de l'élève. Donc privilégier l'oral et privilégier des approches multimodales, avec des images, avec des gestes, avec du jeu, voilà, pour renforcer la mémorisation et l'engagement de l'élève. Donc ça, c'est une première piste. Et vous voyez bien que cette piste-là, je pense qu'elle est utile pour de très nombreux élèves qui ne sont pas identifiés comme ayant des besoins éducatifs particuliers. Donc on est bien sur l'accessibilité et pas sur la différenciation. Ensuite, soutenir la mémoire et la reconnaissance visuelle pour faciliter la mémorisation du vocabulaire, des structures linguistiques, usons et abusons d'images, d'infographies, de supports imagés, colorés. On va aller, euh, comment dire, approfondir le sillon mnésique. Alors non pas de la mémoire visuelle. La mémoire visuelle, ça n'existe pas. C'est un neuromythe. En revanche, on sait que dans le traitement des informations, l'administrateur central de la mémoire de travail utilise ce qu'on appelle le calepin visio-spatial. C'est en fait pour mémoriser, le cerveau fait aussi un traitement en cascade, c'est comme pour la lecture. Et le cerveau passe automatiquement de la boucle phonologique au calepin visio-spatial. Donc, utilisons le plus possible le calepin visio-spatial de l'administrateur central de la mémoire de travail. Et donc,
encourageons aussi pour nos élèves, encourageons-les à élaborer tout ce qui est de l'ordre du visuel pour organiser la pensée, des cartes mentales, des gabarits de frayeur, des schémas, des affichages muraux, etc., pour aller structurer les connaissances. Troisième piste, adapter les tâches écrites, bien sûr, et la charge cognitive. La charge cognitive, on l'a vu dans la double tâche. Quand un élève a énormément de difficultés à déchiffrer, toute sa charge cognitive, elle est sur le déchiffrage. Et donc, quand il a une dyslexie phonologique, on va le mettre en difficulté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut réduire la quantité à lire. Il faut lui proposer de soutenir sa lecture par une entrée audio. Donc, on va aller utiliser avec lui des outils de compensation, voilà, de la synthèse vocale, de la dictée vocale, des correcteurs orthographiques, pour aller soulager la charge cognitive. Il faut essayer d'éviter le plus possible de le mettre en situation de double tâche. Alors, parce qu'on est dans un contexte plurilingue, il faut bien sûr valoriser la langue première. Donc, si votre élève est français enfin, si votre élève plutôt, parce que vous êtes dans des établissements français, si votre élève est un locuteur turc, un locuteur d'un pays où on utilise l'arabe, ou si vous êtes dans un pays asiatique, etc., appuyez-vous sur la langue maternelle de votre élève. Servez-vous de la langue maternelle comme levier d'apprentissage. Je pense qu'il y a eu des moments où on a dit maintenant il faut qu'il y ait le plus possible d'exposition à la langue qu'il est en train d'apprendre. Il faut plus du tout utiliser cette langue-là. Mais c'est faux. On est vraiment revenu et depuis longtemps sur ça, hein. Donc il faut favoriser les transferts de compétences entre les langues, travailler les ressemblances, travailler les différences, travailler vraiment sur comment dire, la comparaison et la comparaison entre les langues et la valorisation de la langue première. Ensuite, cinquième piste, proposer aussi des aides que l'élève peut choisir d'utiliser. Voilà, il faut lui donner aussi le choix d'utiliser certaines aides. Il ne voudra pas toujours d'un support audio, mais si il en a besoin, ben, il faut lui laisser. Il faut lui laisser la possibilité d'aller choisir des aides. Il faut lui laisser à disposition les aides. Varier bien sûr les dispositifs et les formes de travail. Je crois que nous le faisons pour tous nos élèves. On est vraiment là sur des principes d'accessibilité. Pour les évaluations, il faut privilégier les évaluations avec rétroaction régulière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'élève dyslexique en contexte plurilingue, il faut jamais évaluer le premier jet. Jamais, jamais, jamais. Il faut toujours aller lui donner un conseil. Ben, tiens, là, tu as produit ça, je vais te donner tel et tel conseil pour que tu t'améliores sur un deuxième jet. C'est ce qu'on appelle l'évaluation formative avec de la rétroaction. Donc, il faut donner beaucoup de conseils avant l'évaluation coup près. L'évaluation premier jet, c'est l'évaluation coup près. J'ai envie de dire, c'est l'évaluation coup près pour de très nombreux élèves et pas seulement ceux qui ont un trouble du langage écrit en contexte plurilingue. Euh, je termine, hein, je termine avec cette slide de conclusion. Donc, pour accompagner l'élève dyslexique en contexte de plurilinguisme, évidemment, à nous d'adopter une pédagogie très souple, euh, individualisée comme on peut, et qui repose aussi sur l'accessibilité pour tous les autres élèves, parce que on est dans un contexte du collectif. On n'est pas sur un élève dyslexique, un élève TSA, un élève comme ci, un élève comme ça, un autre élève encore différent. On est bien dans un cadre collectif. Donc d'abord l'accessibilité, après la différenciation. Et puis valoriser les ressources linguistiques de l'élève, valoriser sa propre langue pour le faire entrer encore davantage dans cette langue seconde et parfois bien difficile comme peut l'être le français. Et tout ça, c'est ce qui vous a été, je pense, proposé et explicité lors des webinaires précédents.
Donc, je termine par une phrase de conclusion. Quand on est dyslexique, on peut apprendre plusieurs langues, on peut être dans un contexte de plurilinguisme, on peut être, on peut aller chercher les progrès. Il faut néanmoins respecter le trouble de l'élève, respecter ce qu'il est, moins chercher la réussite que sa dynamique personnelle de progrès. Donc, mettons nos élèves sur leur chemin personnel d'apprentissage et je pense qu'ainsi nous aurons fait en tant qu'enseignants œuvre utile. Voilà, alors il est 18h26 et donc je vais m'arrêter et bien sûr, si vous avez des questions, eh bien je vais essayer d'y répondre.